Pas crédible, 18e. Bonjour. Bonjour Monsieur Carré, que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Écoutez, plein de choses. Vous allez bien déjà? Ouais, ça va bien? Ça va? Bon, écoutez, moi je voulais que des renseignements pour la retraite parce que je m'en sors pas. T'es un peu jeune pour ça? Oui, peut-être, mais il vaut mieux s'y prendre à l'avance. J'ai l'impression tellement de choses à faire. Je sais plus du tout où j'en suis. Bougez pas, nos invités vont vous aider. Vous avez la solution. Toujours. Allez, on y va. Bonjour à vous si vous nous rejoignez pour cette seconde partie de Via Nova au sommaire. Le secret du passage à la retraite réussi, c'est l'anticipation. Nos invités vous donnent toutes les clés pour négocier cette étape importante de vie. On en parle avec eux dans quelques instants. Oui, et puis Dilour Moupadovagne est avec nous pour une chronique méditerranéenne dont lui seul a le secret et surtout en avant-première de la page Méditerranée que vous retrouverez dimanche dans Corse Matin. Et en troisième partie, nous aurons les conseils de notre équipe du vendredi, une équipe exclusivement féminine au programme déco, tendance mode et découverte de la Balagne. On va aller à Calvi tout à l'heure et puis vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Vianov et nous poser toutes vos questions. Mais d'abord, c'est la revue de presse. Elle passe dans les chemins de la forêt, elle passe la rivière et elle arrive pour la revue de presse. Bon alors, quoi de neuf aujourd'hui, ma chère Marie-Jo? Écoutez Florian, j'étais en train de lire la presse pour faire une revue de presse plutôt classique, quand d'un seul coup je passe de une en une et je tombe sur la une de Métro. Et là flash info, breaking news, je m'arrête, Métro titre, Philippe flips Land Rover. Ah, ça devrait... Oui, ça Philippe. plaire, ça. Oui, mais il faut que je rassure tout de suite Caroline, qui est fan, on le sait, de la famille royale. Oui. Le Time nous a rassuré assez vite en nous disant, Philippe, 97 ans, est juste choqué. Ne vous inquiétez pas. Bon, on sait que Philippe, c'est juste le prince consort, il n'est pas de sang royal. Non. Mais j'imagine que quand même. Ça compte quand même. J'imagine que quand même. Vous avez dû être très très inquiète pour la reine d'Angleterre, forcément, et tous leurs enfants précis. Être prudent et tout ça. Non, il écoute rien, il est têtu. Ils sont au courant. Alors, les deux femmes qui étaient dans l'autre voiture sont saines et sauves, autrement je ne rirais pas d'un tel événement. Et la presse suggère au duc d'Édimbourg d'arrêter de conduire tout seul, parce que quand même 97 ans, ça devient un âge un petit peu honorable pour prendre la route. Oui, c'est un peu... Oui. Alors, vous êtes plutôt rassurée, Caroline, ça va? Oui, tout à fait. C'est bon, c'était ce qui marquait. Moi. Alors, on peut passer à autre chose. Oui, vous ne pouvez pas passer à autre chose tant que Caroline était dans le doute. Il faut qu'elle valide. Enfin. Quand ça concerne la famille royale, il faut qu'elle valide. Il faut qu'elle valide. Philippe va bien. Alors, on fait sans aucune transition, du coup, on va vers un scandale, un vrai, qui est révélé aujourd'hui par l'équipe. Je parle assez peu de journal L'équipe, mais il a aussi de très très bons sujets. C'est parce que j'ai pas l'esprit hyper sportif. Là, aujourd'hui, voilà, on parle de tennis, les matchs truqués, le grand déballage. C'est assez terrible. On apprend que la corruption existe aussi dans ce domaine, dans ce monde du tennis. Non. Et si. Et le joueur Mick Lescure, qui est donc le 40e au classement national et qui a 25 ans à peine, est passé aux aveux. Alors, dans cet article, Romain Lefebvre nous dit qu'aucun sport n'est plus facile finalement à corrompre que le tennis, parce que le joueur est seul à pouvoir décider de son propre avenir et qu'il n'y a rien de plus facile que de lâcher un point, un set, voire un match, pour évidemment contre de la monnaie sonnante et trébuchant. Alors, c'est une histoire, on l'a compris, de paris. Et évidemment, c'est plus facile de gagner un pari quand on connaît l'issue d'un match, forcément. Donc, en fait, on approche les jeunes joueurs pour qu'ils perdent les matchs. On leur donne 1000 à 2000 euros par match perdu. Et ça tente ces jeunes joueurs qui sont encore assez faiblement rémunérés. C'est tentant, mais c'est décevant, on peut quand même l'admettre. Des histoires de gros sous. Bon, finalement, tout le monde se fait avoir. Bah oui, parce que celui qui a parié sans savoir quelle était l'issue du match, évidemment, il se fait rouler. Les petits jeunes vont avoir de gros ennuis. Voilà, enfin, c'est une catastrophe. Mais bon, vous avez peut-être, vous, parié sur le bon match. Vous avez peut-être un petit peu d'argent, là, à investir, non? Moi, j'ai arrêté. J'ai tout mis dans la fontaine, moi, alors. Tout mis dans la fontaine de Trèves. Mais c'est dommage, parce que si vous aviez eu 14 500 euros, moi, j'avais un super investissement à vous proposer. C'est 20 minutes qui nous explique qu'une mèche de cheveux de Marilyn Monroe est mise en vente pour ce prix modique. Somme toute, c'est quand même Marilyn. Et c'est un objet qui est vraiment ravissant. Vous allez le voir en plus gros plan. Regardez, la mèche avec une petite photo de Marilyn, c'est beau. Ouais. Et c'est en plus la mèche naturelle, avant sa période blonde. 14 500, ça vous tente, non? C'est un peu morbide, quand même. Est-ce qu'on peut récupérer de l'ADN? Je ne sais pas, mais c'est pas la première fois en tout cas que ces cheveux sont vendus. Peut-être plus sur ceux-là, parce qu'ils ne sont pas justement peroxydés. Parce que vous savez qu'elle est capable de plonger dans la fontaine avec la mèche, en se disant peut-être qu'il y aura quelque chose. Le vœu extrême. Ouais. Voilà.
Il n'est pas très beau. Non. Enfin, en tout cas, on va rester dans l'étranger, à l'étranger en tout cas, et dans l'étrangeté, avec Libération. Et ce titre en haut, regardez, le patron d'Interpol disparu. La Chine a-t-elle tenté d'enlever aussi sa femme? C'est une histoire, on s'en souvient, de la disparition de Meng Hongwei, qui est donc le président d'Interpol. Et là, justement, l'article de quand même 2 doubles pages est consacré à sa femme et ses enfants qui sont restés en France, qui se sentent véritablement traqués. Il y a des images vidéo qui prouvent qu'ils le sont et qui ne savent pas exactement ce qui va se passer. Et en plus, ils ne connaissent absolument rien du sort, effectivement, de leur père et mari. Donc, c'est vraiment une histoire extrêmement angoissante dans laquelle on apprend pas mal de choses sur des fonctionnements véritablement obscurs. Oui, ça fait polar, mais dans la vraie vie. Ah oui, carrément. Ça fait vraiment polar. C'est terrible. On continue un petit tour du monde politique, du coup, avec l'Express qui livre un dossier de 6 pages très intéressant sur la Catalogne. Et sur ce thème, l'Espagne se déchire au tribunal. Vous voyez, voilà. L'hebdo explique que les 9 leaders séparatistes catalans qui ont été incarcérés il y a plus de 15 mois attendent toujours leur procès. Alors, vous savez, ils avaient été en fait interpellés juste après le référendum et leur procès, ce sera un procès pour rébellion et sédition. Ça, c'est extraordinaire. Mais cette arrestation, elle n'est pas du tout consensuelle. Elle divise vraiment l'Espagne et elle indigne carrément 8 Catalans sur 10 qui trouvent qu'elle est particulièrement injuste. Alors, on sait que ce procès va probablement peser sur la vie politique espagnole, et notamment sur les prochaines élections européennes, municipales et régionales qui sont prévues pour le 26 mai prochain. Voilà. Alors on reste bien sûr attentif à la Catalogne, en Corse, et d'ailleurs, que se passe-t-il sur l'île ? Écoutez, sur l'île, il se passait plein de choses. Encore ce matin était très riche aujourd'hui, mais j'ai fait un choix un petit peu corporate, on va dire, en regardant la une de Setiman et ce titre, Les petits plats dans l'écran. Vous reconnaissez ce plateau? Mais bien sûr, on reconnaît même le chef. Il a précédé celui de Viano. Vous avez piqué le plateau en fait d'Insem. C'était Insem, oui. C'était celui de Mandia Insem. Ah oui, ça vous avez un petit peu fréquenté ce plateau, Florian. Oui, plus d'une fois. Vous savez, j'adore manger moi, donc je traîne toujours près des cuisines. Tout à fait. Alors c'est vendredi, donc Setiman sort. Bien sûr, il faut toujours lire Setiman. Mais alors cette semaine, encore plus, puisqu'évidemment, consacre sa une et un article tout à fait passionnant à notre chère Marina que nous avons reçue sur ce plateau hier, c'était à peine hier, pour parler donc de son émission qui quitte les plateaux pour aller justement à la rencontre des gens, des produits et des terroirs. C'est un article à dévorer avant l'émission qui aura lieu donc tous les dimanches à 11h30 sur France 3 Corse. Mais elle est maline, elle va voyager, manger, voyager. Le bon plan. C'est bien. Elle nous énerve un peu à content. manger comme ça et rester comme elle est, mais bon. C'est la classe, c'est bien. Parce qu'elle mange, elle mange. Oui, elle mange pour de bon. Merci Marie-Jo. Merci beaucoup. Merci Marie-Jo. On se retrouve lundi. Maintenant. Allez, bon week-end. Merci à vous aussi. Super, merci. Sur l'arbre. Dylan Padovagne, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans l'équipe de Viano. Vous êtes journaliste au sein de la rédaction de Corse Matin. Vous intervenez régulièrement sur Viastel aussi aux côtés de Jean Vitus Albertine. Et tous les vendredis, vous nous ouvrirez une petite fenêtre sur la Méditerranée. C'est ça. Et aujourd'hui, vous vous emmenez en Italie. Oui, alors c'est en lien avec l'actualité. Il s'agit de la fronde des maires italiens contre la loi Salvini. Alors, Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur, avait prévenu la fête est finie. Alors, ce qu'il ose qualifier de fête, c'est les conditions d'accueil des migrants dans son pays. Alors, on sait que depuis l'arrivée au pouvoir de la coalition populiste et d'extrême droite, Movimento 5 Stelle et Lega, l'année dernière, eh bien, ces conditions d'accueil ont été considérablement durcies. Et le gouvernement de Matteo Salvini et de Di Maio avait annoncé une nouvelle méthode qu'il a inscrite dans le marbre finalement avec cette nouvelle loi et qui est entrée en application depuis la fin du mois de novembre. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le gouvernement a frappé fort. Que prévoit cette loi Alors, plusieurs choses. Alors, d'abord, plutôt une disposition qui fait consensus, c'est la possibilité d'expulser des migrants qui auraient commis des délits graves comme des vols, des meurtres, des viols évidemment. Mais des choses beaucoup plus inquiétantes comme l'abolition des permis de séjour humanitaires qui concernait autrefois 25% des demandeurs d'asile sur une période de 2 ans. Donc, les personnes qui fuient tout simplement des conflits armés ne sont plus acceptées. Il y a également, alors là aussi quelque chose de plus inquiétant, l'internement de 146 000 demandeurs d'asile. Alors ça, c'est le chiffre qui a été donné au mois d'octobre dernier, dans des hotspots. Alors c'est tout simplement la façon de dire le terme anglais pour centres fermés, dans lesquels ils sont parqués.
tout simplement. Après enregistrement, identification, et pendant ce temps, bien, ils sont privés de liberté. Alors les motivations de Salvini, on les connaît. Il y a rendre l'Italie plus sûre, lutter contre les trafics et réduire les coûts d'une immigration exagérée. Voilà, c'est en gros ce qu'il demande. Mais la fronde s'organise. Voilà, la fronde s'organise puisque les élus locaux ne sont pas tous d'accord, c'est le moins qu'on puisse dire. Milan, Padoue, Florence, Naples, alors les maires de ces villes-là ont déjà dit qu'ils ne mettraient pas en application cette loi. Alors, le plus célèbre, c'est Leoluca Orlando, qui est le maire de Palerme, en Sicile, et qui a assuré que le texte viole les droits de l'homme, le qualifiant même de criminogène, puisqu'il supprime le droit aux services de santé publique gratuits. Alors, il y a eu beaucoup de prises de position, mais il faut savoir quand même que cette loi ne s'applique pas uniquement aux nouveaux migrants, aux nouveaux demandeurs d'asile. Elle s'applique également aux personnes qui bénéficient déjà d'un accueil en Italie et qui sont, pour certaines, qui commencent leur intégration et qui travaillent dans le pays également depuis de nombreux mois. Alors évidemment, il y a une sorte de rétroactivité fait. Une sorte de rétroactivité, mais qui peut aller très loin. Le maire de Palerme le dit. Il évoque le cas de 80 mineurs qui sont déjà intégrés dans sa commune et qui font des études, qui préparent leur avenir, eh bien, arrivés à leur majorité, eh bien, ils deviendront hors la loi. Ils devront quitter le pays après avoir passé plusieurs années, justement, d'intégration au sein de la société. Alors, le gouverneur de la région Toscane, Enrico Rossi, qui a contré l'argument de l'insécurité qui est avancé par Matteo Salvini en disant mais lorsqu'on mettra ces gens à la rue, ils seront la proie de la criminalité organisée également, puisqu'ils perdront tout du jour au lendemain. Voilà, donc des consignes ont été quand même données de la part du maire de Palerme à ces services pour continuer de toute façon à enregistrer les migrants qui arriveraient avec un permis de séjour en règle en tout cas. Voilà. Y aurait-il une faille dans la coalition gouvernementale ? Alors, une faille, le texte a été voté très largement, puisqu'il a recueilli 396 voix contre seulement 99. Ah oui. Mais au sein même de la coalition Movimento 5 Stelle Lega, le Movimento 5 Stelle a eu 14 députés qui n'ont pas voté cette loi parce qu'il la trouve beaucoup trop dure. Donc on peut imaginer que, et pourtant, ils ont des positions qui se rapprochent de la Lega concernant l'accueil des migrants. Mais là, ça dépasse les bornes. Ils ont considéré que ça allait beaucoup trop loin, quand même, malgré tout. Voilà. Alors, d'un autre côté, Giuseppe Conte doit recevoir, le président du Conseil des ministres doit recevoir finalement les représentants des différentes associations des communes prochainement plutôt, parce qu'il souhaite apaiser les choses. Bon, Salvini visiblement reste sur sa ligne puisqu'il a appelé les maires frondeurs tout simplement à démissionner. Voilà, c'est bien, tout en nuance. Merci beaucoup Jérôme. Et plus d'infos donc ce dimanche dans les pages Méditerranée de Corse Matin. Merci beaucoup et à vendredi prochain. Allez, il est 12h38, c'est l'heure du débat de Vianov. Débat. Approchez, installez-vous, venez sans crainte. Selon l'INSEE, la Corse comptait en 2015 plus de 76 000 retraités, un nombre qui ira croissant dans les prochaines années car les 45-59 ans représentent près de 21% de la population insulaire, soit autant de retraités en devenir. Aujourd'hui, nous vous donnons quelques clés pour bien négocier ce cap délicat. Quand et comment partir ? À qui s'adresser ? Quelles sont les astuces, les pièges à éviter ? Pour répondre à toutes ces questions, nous accueillons Vanina Santogne. Bonjour, responsable du CICAS. Vous nous direz ce que c'est de la Corse du Sud. Et Cyril Carli, bonjour, manager opérationnel de la CARSAT Sud-Est. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation et de nous décoder un petit peu cette nébuleuse qu'est la retraite. Alors, on ne le dira jamais assez, le secret, c'est l'anticipation. À partir de quel âge doit-on sérieusement s'intéresser à notre retraite ? Cyril, vous avez la parole. Oui, je pense que l'anticipation, c'est la clé du passage à la retraite. Plus on anticipe tôt, mieux c'est. Alors, auparavant, nous, les CARSAT, on attendait que le client arrive vers nous.
et avec la loi de 2003 qui a mis en place le droit à l'info, ça a permis à chaque salarié d'obtenir un relevé individuel de situation ou une estimation indicative globale qui sont envoyés à partir de 35 ans. Donc à partir de 35 ans et tous les 5 ans, on reçoit un relevé individuel de situation. Et à partir de 55 ans, également tous les 5 ans, on reçoit une estimation indicative globale. Et le relevé individuel de situation, il est interrégime. C'est-à-dire, l'estimation aussi, c'est tous les régimes auxquels l'assuré a cotisé, qui sont toute sous la carrière professionnelle qui est prise en compte. Tout à fait, sous le groupement d'intérêt public. Donc tout le monde est tenu de recevoir ce relevé de carrière. Alors, Vanina, au SICAS, vous recevez des salariés aussi jeunes. Peut-être rappeler ce que c'est que le SICAS. Alors, le SICAS, c'est un centre d'information pour les salariés qui sont proches du départ en retraite. C'est le point d'entrée, en fait, pour préparer et demander sa retraite complémentaire Arco-Agir qui est Ircantec. Voilà. Alors, est-ce qu'ils viennent à partir de 35 ans, vous voir? Ils sont aussi prévoyants que ça? Non, alors effectivement, on est vraiment un lieu destiné à préparer la retraite quand la date d'effet est proche. A priori, on ne reçoit pas effectivement de public jeune, sauf dans certains cadres, et notamment au mois de novembre, tous les ans depuis 3 ans. La GERCARCO a mis en place les rendez-vous de la retraite. Avec pour slogan être acteur de sa retraite. Et en fait, là, on accueille les salariés de tous âges pour pouvoir préparer et anticiper en amont du départ en retraite et prendre certaines dispositions, effectivement, qui pourraient avoir des conséquences sur les montants de la retraite. Quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent, le plus fréquemment? Combien je vais gagner? Quand, comment, combien. Voilà. Oui. Voilà. Quand, comment, combien. Concrètement, c'est ça. Bon, alors évidemment, il n'y a pas de réponse standard ou standardisée. Ça dépend évidemment de la situation. L'idée, c'est quoi? C'est vraiment, pour bien préparer, il faut tout garder, tous les documents, les fiches, les bulletins de paye, tout ça? Oui, on est tenu de garder tout au long de sa carrière les différents éléments qui la composent, parce qu'on peut être amené à le justifier parce qu'il y a eu un oubli d'un employeur ou il y a souvent des erreurs sur les numéros de sécurité sociale. C'est ce qu'il faut vérifier. C'est pour ça que on demande aussi à 35 ans, on envoie ses relevés pour voir si le numéro de sécurité sociale correspond. Il suffit qu'il y ait une erreur sur un numéro et en fait le salaire ne sera pas reporté. Donc effectivement, je pense qu'il faut garder tous les documents tout au long de sa carrière professionnelle. Eh bien, vérifier donc ce fameux relevé de situation individuelle. Tous les 5 ans, il faut le consulter. Il est même consultable sur les services en ligne. Hein. Donc il faut vraiment s'en préoccuper, c'est très important et ça permet d'anticiper les problématiques qui pourraient arriver au moment de la retraite. Ouais. Et si par exemple on a pris un emploi pour l'été pour payer ses études ou autre, on a été déclaré, ça peut arriver, des jobs d'été déclarés, et on a perdu la fiche de paye. Est-ce qu'on retourne voir l'employeur? Est-ce qu'on s'adresse à un autre organisme? S'il existe toujours. S'il existe toujours en plus, voilà, c'est ça. Problématique, bien sûr. Hein. Donc alors comment on fait là? Il faut savoir, c'est qu'au niveau des CARSAT, on a les archives depuis que la sécurité sociale existe, on a des microfiches. Donc on est capable d'aller chercher la déclaration annuelle des employeurs et vérifier le salaire sur lequel vous avez été déclaré. Après, malheureusement, il se peut aussi que vous ne figuriez pas sur la déclaration. Et à ce moment-là, il faudra produire soit par des attestations employeurs, soit par des bulletins de salaire, afin que le salaire soit reporté. Mais c'est pour ça qu'on anticipe beaucoup, parce que quelqu'un qui a travaillé à l'âge de 35 ans, quand il arrive à 62, ça fait 30 ans plus tard, il peut y avoir eu des déménagements, des pertes. Donc c'est pour ça que plus on anticipe, mieux c'est. Oui, je vous rassure, moi, les fiches de paye, quand j'avais 20 ans... Oui. Et alors, on est d'accord que si c'est pas déclaré, c'est perdu, hein? Pas forcément. Après, ce qui est important quand on complète sa carrière, que ce soit sur des estimations, sur des mises à jour, ce qui est important, c'est de vraiment tout noter, parce que seul l'organisme de retraite a compétence pour déterminer si les périodes sont validables ou pas. Donc l'intérêt, c'est vraiment de préparer au mieux et de compléter au maximum les renseignements qui sont demandés. Hein. Est-ce qu'il existe des simulateurs? Absolument. Oui. Alors, on vient vous voir selon notre profil et vous allez nous déterminer le montant moyen. Tout à fait. Il y a
Il y a des simulateurs qui sont mis à dispo des assurés sur nos sites internet. Donc, vous avez aussi la possibilité de prendre des rendez-vous pour avoir des estimations. Il faut savoir aussi que en 2010, la loi a permis à chaque salarié à partir de 45 ans d'obtenir un entretien individuel retraite. C'est-à-dire qu'on a la possibilité également de par exemple sur France 3, on serait capable de venir une journée ou de vous recevoir en antenne pour vous faire un entretien individuel. C'est-à-dire qu'on sera à même de remettre à jour votre carrière s'il y a des manques, de vous faire toutes les évaluations possibles en fonction de votre âge de départ, du taux d'acquisition du taux plein. Donc c'est quand même intéressant. Ouais. C'est vraiment de l'information aux actifs. Hein. Tout à fait. C'est vraiment une très bonne chose parce qu'on anticipe énormément et que ça permet de compléter. conseil en plus. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Et personnalisé, pour le coup. Alors, l'âge de la retraite, depuis 2010, est fixé à 62 ans. Et pour avoir sa pension à taux plein, il faut avoir cotisé 172 trimestres. Alors, les trimestres, c'est complexe et c'est selon le profil de chacun. Mais quel est le bon équilibre entre le taux plein, le bon âge, les bons trimestres ? Alors, qui peut m'éclairer? Ce qu'il faut savoir, c'est que la retraite, elle était à 60 et l'âge de départ a commencé à être reculé à partir des gens qui étaient nés en juillet 51 pour atteindre au final 62 ans. Alors, l'équilibre, je dirais, il n'y a pas d'équilibre. Je pense que c'est au cas par cas. C'est-à-dire qu'il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Je vous donne un exemple. Vous avez le nombre de trimestres, vous décalez d'un an, vous allez avoir 5% de plus de surcote sur le montant. Donc après, ce qui est intéressant. Si vous partez un an avant, il vous manque des trimestres, on part sur des taux réduits. Donc en fait, c'est vraiment au cas par cas. Est-ce que ça prend en compte la pénibilité du travail ou pas? Alors, la pénibilité, c'est encore autre chose. C'est un départ particulier. C'est exactement, comme on en discutait tout à l'heure, ça fait partie des évolutions qui ont été mises en place pour permettre à des gens qui sont dans des activités où on prend la pénibilité, un départ pénibilité, c'est quelqu'un qui a une maladie professionnelle ou une rente AT à 20%. Donc là, on considère qu'il est dans la pénibilité, il peut anticiper son départ à 60 et ne plus attendre 62. Comme les carrières longues, il y a plein de spécificités qui permettent d'anticiper l'âge de départ en fonction, c'est au cas par cas. Vanina, chez vous aussi, En fait, la retraite complémentaire, c'est l'Agirc-Arrco, c'est l'Ircantec. On vient s'ajouter au régime de base. Donc nous, les conditions de départ de la CARSAT seront les mêmes chez nous. C'est pour ça que le premier régime à contacter, c'est la CARSAT. D'accord, oui, c'est dans l'ordre, dans la chronologie. Il y a aujourd'hui 42 régimes différents. Emmanuel Macron voudrait une grande réforme pour simplifier le tout. Bon, les mouvements sociaux vont peut-être décaler un petit peu le calendrier, mais est-ce qu'aujourd'hui, le système, il est trop complexe ? Alors, quand on cotise toute sa vie, je l'ai dit, en moyenne, c'est 3 régimes différents. Voilà, est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt à vraiment simplifier le système? Je pense qu'il y a eu une avancée puisqu'il a été mis en place la liquidation unique des régimes alignés. C'est-à-dire que les régimes alignés comprenaient les CARSAT, la mutualité sociale et agricole, le RSI. Donc à l'époque, quand vous aviez cotisé dans ces 3 régimes, il fallait faire une demande, mais vous aviez 3 paiements. Avec la mise en place de la liquidation unique des régimes alignés, on centralise sur un régime interlocuteur. Donc ça fait un interlocuteur, un seul paiement. C'est-à-dire qu'on est capable de payer à l'heure actuelle un assuré qui a cotisé aussi bien au régime général qu'au RSI. Tout est regroupé. Tout est regroupé. En fait, le RSI, Le RSI disparaissant, puisque c'est le Sécurité sociale des indépendants qui a été absorbé par le régime général à compter du 1er janvier 2020. Donc ça permet à l'assuré de simplifier ses démarches, d'en faire qu'une seule et d'avoir un seul interlocuteur. Voilà, c'est plus simple. C'est déjà plus simple. Voilà. Ce qu'on peut dire de manière schématique, c'est que le public, la retraite est basée sur les 6 derniers mois. Et dans le privé, c'est les 25 meilleures années. Tout à fait. C'est ça, c'est large comme amplitude. Alors le montant moyen de la retraite en national, c'est 1 461 € brut mensuel, avec des disparités entre hommes et femmes évidemment. 25% des retraités en Corse vivraient sous le seuil de pauvreté. Est-ce que vos organismes respectifs accompagnent les plus précaires et si oui, dans quelle mesure ?
Cyril? Alors nous, au niveau de la CARSAT, bien évidemment, on a un service d'action sociale qui vient en complément des assistantes sociales du Conseil général, puisque au Conseil général aussi, il y a beaucoup d'accompagnement sur les populations, ce que l'on appelle fragilisées. Nous, on a un suivi particulier. Il y a dans les tuyaux un parcours assuré, un parcours pour ces assurés-là, bien évidemment, avec un parcours particulier de suivi. Mais effectivement, on est quand même assez vigilant sur les populations fragilisées, en sachant qu'en Corse, on le sait très bien, il y a du rural et que pas tout le monde... par souci de... On ne veut pas dire qu'on n'a pas trop d'argent, on cache un peu, donc l'action sociale fait du gros travail là-dessus. Vénia, c'est un frein, ça, pour les aider, ces personnes les plus précaires? Pas oser dire? C'est vrai que moi, on a souvent eu des cas de gens qui étaient dans de grosses difficultés financières, sanitaires, et qui n'osaient pas demander dans le village, aux voisins, parce qu'on ne veut pas montrer que c'est très compliqué. La Corse, en matière de population vieillissante, est une région très atypique, vraiment. On y reviendra, on refera un point plus précis sur ce public-là. En cas d'erreur, on est d'accord qu'on peut rectifier le tir? Oui, tout à fait. On s'adresse à qui? Alors, il y a un médiateur toujours? Non, toujours au niveau des CARSAT, c'est-à-dire que lorsque vous êtes parti à la retraite, votre paiement peut être toujours modifié. Vous récupérez des fiches de paye que vous n'aviez pas données au départ, on peut toujours réviser votre prestation. Après, il y a des prescriptions, ce qu'on appelle chez nous quinquennales, c'est-à-dire que si vous venez 20 ans après, on ne vous fait pas un rappel de 20 ans. Donc, il y a quand même une législation là-dessus. Mais bien évidemment, on peut toujours revenir sur sa retraite. Toujours. Tout à fait. Oui, peut-être, allez, un dernier conseil pour conclure, Vanina? Alors, un dernier conseil pour conclure, très important aujourd'hui, de créer son compte sur le site Agir Carco, de créer son espace personnel. En fait, cet espace personnel va vous permettre d'accéder à tout moment de la vie, et c'est vraiment à tout moment de la vie, à tous les âges, à différents supports et différents outils qui vont vous permettre d'accéder aux informations, de préparer sa demande de retraite, et autant au niveau des actifs que des retraités, parce que pour les retraités, voilà, il y a un accès au montant des retraites versées, des attestations de paiement, c'est très important. On axe vraiment le conseil là-dessus. Merci beaucoup, ça sera le mot de la fin, on est obligé de rendre l'antenne. Merci beaucoup à vous deux. On se retrouve dans un instant avec une équipe dynamique, on va bien préparer son week-end. Allez, à tout de suite.